5 adolescents burkinabés ont été interpellés le 20 mai dernier par la police nationale du Burkina. Ils organisaient des combats dans la rue, combats au cours desquels donc ils se battaient parfois jusqu'au sang. Et ces 5 adolescents vont finir à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Ils sont âgés entre 14 et 16 ans. Et oui, c'est bien triste, mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont nombreux, les enfants, les adolescents qui ont affaire donc au système judiciaire. Une approche multisectorielle pour améliorer l'accompagnement de l'enfant en contact avec la justice au Burkina. C'est le thème dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Il s'agit, chers téléspectateurs, de votre émission Cap Enfance, ce magazine mensuel qui parle de l'enfant, et cela donc avec des ONG, on peut d'ailleurs les citer. Il s'agit de SOS Village d'enfants, Children's Believe, Plan International AB2A, ECPAT, Educo, Force, CIAI, Terre des Hommes, CBM, Fonds de lutte contre la traite et les autres pays formes de travail des enfants, et IBCR. Aujourd'hui, c'est cette dernière qui est la structure co-organisatrice de l'émission. IBCR est l'acronyme anglais pour Bureau international des droits des enfants. L'émission est donc produite par BF1 et IBCR est venu avec ses partenaires privilégiés pour que nous puissions aborder ce thème. On va commencer par présenter nos amis de IBCR qui sont avec nous sur le plateau. D'abord, Monsieur Oubda Mahamadi, vous êtes expert administration à IBCR. Bonjour. Bonjour. Voilà, et bienvenue à vous. Merci bien. Voilà, et en face de vous, nous avons Monsieur Goro Palinfo. Vous êtes expert à travail social, protection de l'enfant à IBCR, c'est bien cela? C'est ça. D'accord, bienvenue à vous. Merci. Et au titre des partenaires privilégiés qui sont avec nous sur le plateau, nous avons pour commencer Monsieur Lompo Mathieu. Vous êtes directeur de la justice juvénile au ministère de la Justice. Bonjour et bienvenue. Bonjour, voilà. Merci. Et enfin, pour compléter le plateau, nous avons Monsieur Sako Soumela. Vous êtes directeur général de la famille et de l'enfant au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Bien ça, merci. C'est bien cela, d'accord. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de cette problématique des enfants en face donc du système judiciaire. Alors, nous sommes avec IBCR et pour commencer l'émission, avec votre permission, nous allons aller écouter le premier responsable du bureau de l'IBCR ici au Burkina Faso qui nous présente la structure et après quoi on pourra donc entrer dans le fond du débat. Donc suivons, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Causin, le chef de projet du Bureau international des droits des enfants ici au Burkina Faso. Alors c'est un plaisir de prendre la parole à l'occasion de la journée de l'enfant africain qui est célébrée chaque année le 16 juin. Et justement le thème de cette année au Burkina porte sur l'accompagnement adapté de l'enfant en contact avec la justice qui cadre parfaitement avec notre action ces dernières années ici au Burkina. En effet, le Bureau international des droits des enfants est présent et actif au Burkina Faso depuis fin 2015, grâce à un soutien financier d'Affaires mondiales Canada et avec un mandat d'accompagner le gouvernement burkinabé dans l'amélioration, dans le renforcement du système de protection de l'enfant. C'est notre mandat, c'est notre expertise, c'est notre expérience et donc nous travaillons depuis maintenant 5 ans sur cette question-là, du renforcement et de l'amélioration du système de protection, avec un focus sur l'accompagnement de l'enfant en contact avec la justice. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Renforcer un système de protection de l'enfant. On a travaillé avec nos partenaires du gouvernement sur 2 axes principaux qui ont pour objectif de protéger les droits de l'enfant, de permettre aux enfants de jouir de leurs droits et d'évoluer dans un environnement protecteur. Alors on l'a fait à 2 niveaux, de renforcer le système de protection de l'enfant. Le premier, c'est de travailler avec les acteurs du système de protection, les acteurs étatiques, pour les doter, dès leur formation initiale, dès leur formation de base, de compétences clés, de compétences transversales qui leur permettent d'adapter leurs pratiques aux besoins des enfants. Alors on parle ici pas uniquement de connaissances, au contraire, on parle de compétences, c'est-à-dire des attitudes, des savoir-être, des savoir-faire, un bagage qu'on transmet
aux acteurs du système de protection de l'enfant dès leur formation initiale pour justement pouvoir gérer les dossiers d'enfants, accompagner les enfants dans toutes les situations et dans tous les types de contextes. Les enfants en contact avec la justice, les enfants exploités ou victimes de violences, les enfants en situation d'urgence, toute une série de contextes et de profils d'enfants. Et en dotant initialement à la base les acteurs de ces compétences transversales, eh bien ils ont un bagage pour toute leur carrière professionnelle, où qu'ils soient affectés, pour accompagner, pour avoir une approche spécifique aux besoins des enfants, quels que soient les enfants qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est le premier pilier pour renforcer le système de protection. On l'a fait ici dans le cadre de ce projet au Burkina. On a travaillé avec 8 écoles de formation professionnelle, 290 heures de cours ont été intégrées dans les curricula des écoles et chaque année, 4000 nouveaux fonctionnaires de l'État burkinabé, policiers, gendarmes, magistrats, travailleuses, travailleurs sociaux, gardes de sécurité pénitentiaire, sont dotés de ces nouvelles compétences et enrichissent le système de protection de l'enfant. C'est le premier niveau, qui est notre expertise, sur lesquels on a travaillé ici au Burkina. Le deuxième niveau, pour renforcer le système de protection de l'enfant, c'est de travailler à améliorer la coordination multisectorielle. Le système de protection de l'enfant, c'est une multitude d'acteurs. La famille de l'enfant, sa communauté, les acteurs étatiques, la société civile, les associations, les organisations, toute une série d'acteurs. Et on ne peut pas parler de système de protection efficace sans un travail en commun de tous ces acteurs-là. Et donc, il faut que chacun connaisse son rôle, que chacun connaisse ses responsabilités, que chacun connaisse le rôle de l'autre, à quel moment il intervient dans la procédure, quels outils sont utilisés, comment travailler ensemble pour que l'enfant, tout au long de son parcours, tout au long de la trajectoire, tout au long de la procédure, soit accompagné de manière harmonisée et toujours dans une dimension de prise en compte de son intérêt supérieur, toujours dans une dimension de sa participation, toujours dans une dimension liée à la réinsertion de l'enfant, notamment quand on parle de l'enfant en contact avec la justice. C'est ce que le Bureau international des droits des enfants fait au Burkina en ce moment, depuis 2015. On est déjà en fin de projet. Et donc, cette émission va permettre à mes collègues, des experts techniques en protection de l'enfant et à nos partenaires étatiques de vous expliquer ça en détail, de vous expliquer en quoi et pourquoi renforcer le système de protection de l'enfant permet aux enfants d'être mieux protégés et de pouvoir davantage jouir de leurs droits. Voilà, merci donc à M. Martin Cozin pour toutes ces précisions. Et pour commencer, dressons un état des lieux de l'enfance face au système judiciaire burkinabé. Je commence avec vous, M. Oubda. Quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui? Alors, en termes d'état des lieux, je voudrais d'abord vous donner les chiffres publiés dans l'annuaire statistique du ministère de la Justice de 2018. C'est qu'en 2017, nous avons enregistré au total 563 mineurs qui sont passés par les établissements pénitentiaires. Et en 2018, on a constaté que ce chiffre a baissé de 22% pour passer à 446 enfants qu'on a retrouvés dans le système, dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso. D'accord. Okay. Donc la tendance est plutôt à la baisse, mais on note globalement qu'on est autour de 400 enfants donc détenus. Non, ce sont les enfants qui passent par les juridictions, pas du cas actuellement nous avons. Donc c'est des enfants qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Voilà. Donc on totalise à la fin de l'année le nombre d'enfants qui sont rentrés. Voilà, donc qui sont rentrés, ça veut dire qu'ils sont sortis. Vous n'avez pas 446 personnes. Parce qu'il y en a peut-être qui ont eu 3 mois de condamnation, 6 mois, donc qui sont ressortis au cours de l'année également. Oui, et il faut noter que dernièrement, avec les mesures gouvernementales, beaucoup d'enfants ont été libérés dans le cadre de la prévention et de la protection du Covid-19. Voilà. D'accord. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Sako. Quel est le profil de ces enfants qui ont affaire au système judiciaire? Merci bien de nous avoir associés à cette émission. Vous savez que la question de l'enfant préoccupe le ministère de la Femme. Et à chaque fois qu'on parle d'enfants, vous allez nous trouver à côté de vous pour accompagner en tout cas l'initiative. Ceci dit que les enfants qui sont en contact avec la justice, c'est tout type d'enfants, c'est tout type d'enfants. Parce que les facteurs qui poussent ces enfants-là à commettre ces actes antisociaux-là se retrouvent à tous les niveaux. Donc vous allez trouver les enfants de milieux aisés qui sont vraiment en contact avec la justice, mais vous allez trouver aussi des enfants qui ont des situations familiales vraiment
pas du tout enviables qui se retrouvent au niveau du système judiciaire. Donc on trouve tout type d'enfants et donc ça veut dire que les enfants qui sont là, c'est des enfants en situation vraiment de vulnérabilité qui sont là, mais il y a certains enfants aussi dont les familles ont tous les moyens pour les accompagner, mais qui se retrouvent être en contact avec le système judiciaire. D'accord. Alors, M. Lombo, est-ce qu'il y a quand même une typologie de délit qui amène ces enfants-là à faire face à la justice? Ok, merci. Bon, ben, je voudrais avant tout préciser cette notion d'enfant en contact avec la justice parce que c'est très important. Oui. L'enfant en contact avec la justice, c'est tout enfant, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans, qui est impliqué dans une procédure judiciaire. Et si on entre dans cette notion donc, de procédure judiciaire, vous allez voir qu'il y a au moins 3 catégories d'enfants possibles. Il y a ceux-là qui sont en conflit avec la loi et c'est ceux dont la plupart des gens pensent quand on parle d'enfants en contact avec la justice. Il y a les enfants qui peuvent être des enfants témoins. Il y a les enfants qui peuvent être impliqués dans les procédures judiciaires parce que leurs parents sont concernés par la question. Les questions donc de divorce, de pension alimentaire et de recherche de paternité. Et il y a également les enfants qui sont victimes. Donc, lorsqu'on parle d'enfants en contact avec la justice, c'est l'ensemble donc de tous ces enfants. Mais ce que l'on voit le plus, c'est les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire des enfants qui ont commis donc des actes antisociaux. Voilà. Donc, après donc ces brefs aperçus, eh bien, vous pouvez. Ok. Ceci étant dit justement, si on reste sur les délits commis, est-ce qu'il y a des délits types que les enfants commettent au Burkina? Quels sont les délits qui les amènent le plus vers la justice? Ok, je veux le dire. Actuellement, il y a tous les types de délits possibles, tous les délits et tous les types d'infractions possibles amènent les enfants. Parce que j'ai été juge des enfants pendant au moins donc 5 ans. Donc, ça peut... Il y a des cas de vol, il y a des cas d'abus de confiance, il y a des cas de vol armé, des enfants qui prennent donc les armes de leurs parents et qui vont se positionner comme des coupeurs de route et qui procèdent même à des agressions physiques. Voilà. Et ensuite, il y a des cas de viol, donc les enfants qui violent d'autres enfants. Donc, il y a tous les types d'infractions possibles. Tout ce que les grandes personnes commettent comme infraction, actuellement, on en trouve avec les enfants. Et de façon beaucoup plus grave même, plus accentuée. Ah bon? Parce que généralement, les majeurs, souvent, c'est comme si à certains moments, ils ont peur. Mais quand un enfant décide donc de commettre une infraction, il va jusqu'au bout. Voilà un peu ce qui se passe. Il n'y a pas de type d'infraction que vous n'allez pas rencontrer dans le milieu donc, des enfants actuellement. Ok. Voilà. D'accord. On reviendra avec vous tout à l'heure pour nous donner quand même des exemples parce que ce n'est pas commun de dire et d'accepter que des enfants donc, puissent être des criminels. Alors, vous pourrez peut-être nous donner des exemples pour pouvoir donc, nous situer dans la réalité des faits. Je me tourne vers vous, M. Palinfo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'état des lieux de la situation de l'enfant aujourd'hui en contact avec la justice? Alors, parlant de l'état des lieux, il faut dire que au niveau national, comme vous le voyez sur le plateau ici, les acteurs sont en train de mettre en commun les énergies pour pouvoir proposer des solutions qui puissent être durables et qui puissent tenir compte vraiment, qui répondent vraiment aux besoins des enfants. Parce qu'il faut dire que c'est vrai, c'est des enfants qui sont souvent en porte-à-faux avec la loi, mais il faut voir qu'il y a des facteurs aussi qui amènent ces enfants-là à se retrouver dans une certaine situation. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le travail se poursuit au niveau des acteurs pour pouvoir trouver des solutions, mais ça ne veut pas dire que tout est rose. D'accord. Mais voilà. J'ai envie de vous demander justement les facteurs. C'est quels facteurs, justement? Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. De telle sorte qu'on ne peut pas citer un et puis voilà, il y a beaucoup de facteurs qui s'imbriquent. Mais comme on le dit tantôt, souvent il y a des problèmes de famille. Si au niveau de la famille, ça ne va pas, ça peut avoir des répercussions sur les enfants. Ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a divorce ou quelque chose? Oui, même les mésententes. Voilà, un enfant qui voit ses parents se discuter tous les jours, bon, à la longue, il va penser que les disputes, c'est quelque chose de normal. Voilà. Bon, il y a aussi les influences qui sont là. Voilà, et il a vu quelqu'un qui a posé un acte, lui aussi il veut faire comme ça, souvent pour montrer qu'il est aussi courageux, il est aussi brave, et pourtant l'acte qu'il a posé, il le met en porte-à-faux. Donc là, c'est la fréquentation. Là, c'est les fréquentations. Donc on peut dire les mauvaises fréquentations. Donc comme je dis, il y a beaucoup de facteurs qui
qui font que les enfants, à un certain moment, dévient un peu de route et c'est notre responsabilité de les recadrer. C'est ça. Alors, certes, on va parler de tout ce que vous mettez en œuvre justement pour que tout ceci se passe au mieux, voilà, selon les normes, selon les textes. Voilà. Mais avant, on a voulu quand même connaître l'avis du citoyen lambda. Voilà, quelle est son opinion sur cette situation d'enfants en conflit avec la loi. On a tendu notre micro, on l'a promené un peu partout dans les rues et nous avons les réponses en quelques 3 minutes. C'est parti. Pour moi, un enfant qui est en contact avec la justice, ça me fait penser à un enfant en situation de délinquance juvénile. On peut dire que l'enfant aussi a des relations avec les membres de la justice. Bien, si l'enfant a des soucis, il peut avoir recours à la justice. Ou bien il y a certains droits aussi qui est relatif aux enfants. Je pense que cet enfant a commis un acte qui va à l'encontre de la société et on l'a traduit en justice. Un enfant en contact avec la justice, ça me fait penser à un enfant qui a enfreint à la loi. Je crois que c'est un délinquant. Bon, c'est pas sûr, mais un enfant, je ne suis pas prêt. Je suis prêt à travailler avec un enfant qui est en conflit avec la loi pour l'amener à s'insérer professionnellement et socialement. Ça dépend de l'acte qu'a commis l'enfant. S'il n'a pas tué quelqu'un en tout cas. Je crois que la personne qui est déjà passée en prison, c'est vrai que c'est un peu difficile de le croire, mais quelque part la personne a épuisé sa peine et elle a tiré certaines leçons de ce qu'elle a fait avant. Donc ça, je pourrais l'employer. Un enfant qui fait par exemple un accident en cours de route avec une autre personne, on peut dire que l'enfant aura affaire à la justice et dans ce cas, ça ne relève pas de sa volonté. Donc on peut dire qu'on peut travailler avec cette personne-là. Dans le cas contraire, s'il y a d'autres problèmes, genre affaire de banditisme qui amène l'enfant à la justice, avec le temps, comme c'est un enfant, on peut dire qu'il va prendre conscience. On ne peut pas dire qu'on ne va pas travailler avec cette personne. On ne doit pas mettre l'enfant à l'écart. On doit essayer à chaque fois de ramener l'enfant à la raison pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui peut se corriger. L'éducation, puis on peut l'amener seulement en prison pour l'éduquer seulement. Ou 2 jours que c'est établi très simple. On doit l'intégrer dans un centre de formation et puis le suivre. En le trouvant du travail qui ne va pas le gêner, qui ne va pas le conduire à commettre le même acte-là. Pour aider ce genre de personnes, il faudrait d'abord commencer à ne pas les marginaliser, à leur donner un certain respect et surtout à leur accorder une seconde chance. Voilà, surtout comme vous venez de parler de l'emploi, voilà, surtout vous les aider à travailler et à leur porter beaucoup de considération. Alors, M. Oubda, donc des réponses de profanes, de citoyens lambda, déjà une appréciation sur ces réponses? Oui, sur la notion de l'enfant en contact avec la justice, c'est vrai que le juge Lempo l'a défini tout à l'heure, mais les réponses des citoyens lambda me fait penser globalement à la perception de la population sur la justice. Ils ne voient que le côté répressif de la justice. Donc pour eux, quand on dit qu'une personne est en contact avec la justice, vous voyez, les définitions vont vers la prison. C'est ça. Voilà, alors que la justice n'est pas juste là pour réprimer, elle est là pour protéger de façon générale la société. D'accord. Alors, si bien que quand on parle d'enfants en contact avec la justice, vous avez certes ces enfants qui ont commis des infractions, mais vous avez aussi des enfants qui ont besoin de protection. Voilà.
Vous avez des enfants, par exemple, qui ont été victimes de violences. Ou lorsqu'un couple veut se séparer, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Voilà, c'est la justice qui doit décider avec sagesse que faisons-nous de ces enfants-là. D'accord. Vous avez la situation spécifique dans les établissements pénitentiaires, par exemple. Vous avez une dame qui a commis une infraction, qui a un enfant. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Elle a un nouveau-né, qu'est-ce qu'on fait? Il appartient à la justice, au juge des enfants, de décider de ce qu'on fait de cet enfant. Voilà, donc il faudrait voir au-delà de l'aspect répressif de la justice, pour dire que quand on parle d'enfants en contact avec la justice, il y a certes ces enfants-là, mais il y a aussi d'autres enfants qui ont vraiment besoin de protection et ils relèvent de la justice, voilà, d'assurer cette protection, bien entendu avec d'autres acteurs. Voilà, elle ne peut pas le faire seule. Ok, justement, et c'est pour ça que vous parlez donc d'approche multisectorielle. Et concrètement, comment cela se met en œuvre? Je reste avec vous. La multisectorialité de l'approche, voilà, nécessite que d'autres acteurs, qu'on ne limite pas l'action en faveur des enfants à un seul professionnel. Voilà. Lorsqu'un enfant a besoin de protection, le magistrat pourra assurer la protection qui est d'ordre juridique, qui est d'ordre judiciaire. C'est ça. Mais si l'enfant, par exemple, a un besoin psychologique, si l'enfant a un besoin social, il a besoin de renouer avec sa famille, si l'enfant a besoin d'être soigné, voilà, il faut que d'autres acteurs viennent pour qu'ensemble, on puisse prendre en compte tous les aspects de la protection. C'est ça. Mais là, vous n'êtes plus dans la théorie, vous êtes dans la pratique. C'est ce que vous appliquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous mettez en œuvre cette approche multisectorielle-là? Ce que nous faisons, c'est de dire, à travers des documents que nous avons produits, que nous appelons des guides pratiques, c'est de préciser dans des situations particulières, qu'est-ce que chaque acteur fait? C'est ça. À quel moment? Il le fait avec qui? Il le fait comment? Et qu'est-ce que l'autre fait? Vous voyez? Donc, on essaye de ficeler, on essaye de, excusez-moi du terme, d'huiler un peu, voilà, les rouages de la machine. Voilà, ça veut dire que vous intervenez avant que les situations n'arrivent, notamment en dispensant des formations, en faisant des rencontres de concertation pour harmoniser donc, la prise en charge. C'est bien cela? Tout à fait. Oui. Et le rôle de l'IBCR, c'est de renforcer les capacités des acteurs, voilà, afin que le système de protection dans l'ensemble puisse être beaucoup plus performant. Voilà, donc nous travaillons beaucoup plus dans le renforcement des capacités des acteurs. Et dans le cadre du projet qui est mis en œuvre depuis 2015 ici, ces acteurs-là sont les forces de défense et de sécurité, les travailleurs sociaux, les magistrats, et puis le personnel de l'administration pénitentiaire. D'accord. Voilà. Super. Alors, donc l'entrée de l'enfant donc dans ce monde, dans ce système-là, généralement, ça commence avec vous, M. Sako. Dites-nous comment ça se passe concrètement. Alors, est-ce que vous, de vous-même, vous essayez de voir s'il y a des enfants qui ont besoin de protection, c'est les populations qui vous alertent? Comment ça se passe pour que, voilà, au niveau de l'action sociale, voilà, vous puissiez prendre un cas d'un enfant en main? Ok, merci bien. La question est assez intéressante. Oui. J'allais rebondir sur comment on travaille ensemble. Oui. Vous savez, c'est le travail multisectoriel dans le domaine de renforcement du système de protection de l'enfant. C'est la meilleure manière d'apporter les services à l'enfant. D'accord. Si aujourd'hui, moi, Action sociale, je m'assois chez moi seul pour croire que je peux apporter tous les services à l'enfant, je ne pense pas que c'est possible. Donc, depuis 2009, le gouvernement, à travers le ministère de la Femme et les acteurs clés du système de protection de l'enfant, se sont dit qu'il faut que résolument on se tourne vers une démarche de renforcement du système de protection de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'on doit agir auprès de lui, il faut que tous ses besoins holistiques là, soient pris en charge. Et ça, vous ne pouvez pas trouver un sectoriel seul qui peut apporter tous ces appuis-là. D'accord. Si nous prenons pour le cas spécifique des enfants en conflit avec la loi, vous allez voir que l'action sociale serait là, il va apporter son appui. Le ministère de la Justice va apporter son appui. Mais le ministère de la Sécurité apporte son appui. Et l'action sociale qui est au début va se retrouver à la fin à temps d'accompagner l'enfant pour sa réinsertion. Ça, c'est ce que je voulais ajouter dans le cadre du travail multisectoriel. Maintenant, comment nous faisons les signalements? Les enfants nous arrivent vers nous comment? C'est à travers les signalements. Les signalements, ça peut être un tiers
qui va nous dire, ah, j'ai vu un enfant qui est dans telle difficulté. Action sociale, est-ce que vous pouvez agir? Ça peut être l'enfant lui-même qui vient vers nous parce qu'un oncle, un père, en tout cas quelqu'un l'a violenté, il vient vers nous pour demander appui. Ça peut être les services de sécurité. Et là où la démarche de renforcement du système a payé, c'est que les services se parlent maintenant. La justice parle à l'action sociale. Ah, j'ai un cas ici que j'accompagne, mais qui a besoin de votre appui. Les services de sécurité appellent maintenant les services sociaux pour dire nous avons des enfants en conflit avec la loi. Avant, c'est des choses qu'on cachait. Maintenant, les services de gendarmerie, comme les services de police, nous appellent pour dire ah, action sociale, venez, nous avons des enfants en conflit avec la loi, venez nous accompagner. Ça peut être aussi les associations qui nous disent ah, nous avons tel type d'enfants qui ont besoin d'un appui, action sociale, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà comment les vulnérabilités nous sont révélées. Et nous, lorsque nous avons un cas comme ça, nous essayons de voir, est-ce que le cas que j'ai en face de moi, est-ce qu'il relève de mes compétences, mon action sociale? La vulnérabilité que l'enfant présente, est-ce que moi je dois pouvoir le prendre en charge? Si je peux le prendre en charge, je commence la prise en charge. Si je ne peux pas, je dis, ah, la vulnérabilité que je vois, la difficulté que l'enfant a, moi je ne peux pas, mais je dois référer l'enfant au juge Lompo, qui est plus habilité à m'aider, à aider l'enfant pour prendre en charge l'enfant. C'est comme ça dans la démarche multisectorielle, c'est comme ça nous travaillons. Et ce qui fait que, si moi j'ai un peu, si la justice appuie et que les ONG appuient, l'enfant se retrouve plus épanoui parce qu'il y a plusieurs regards envers lui qui prennent tous ses besoins. Il ne s'agit plus de dire un enfant a un problème d'assistance, comment on appelle ça, alimentaire. Moi j'appuie, mais je dois évaluer tous ses besoins. Et si je trouve qu'il y a un besoin d'accompagnement juridique ou judiciaire qui se pose, je me réfère vers le juge. Si je trouve que l'enfant a un besoin de santé, je vais vers l'agent de santé. Vers l'agent de santé. Si je trouve que l'enfant a un besoin d'accompagnement professionnel et que moi, action sociale, je n'ai pas une structure de prise en charge, je vais vers la structure professionnelle qui me permet. Mais moi, je coordonne maintenant toutes ces actions-là pour dire est-ce qu'à un certain moment, ça avance, ça n'avance pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au finish, l'enfant soit épanoui et qu'on puisse dire qu'on a bien pris en charge. D'accord. En tout cas, vous le dites avec tellement de passion qu'on sent que les choses ont beaucoup bougé. Ça veut dire donc que maintenant vous travaillez en synergie et cela donc on le doit aussi énormément donc à IBCR donc qui fait ce travail de rapprochement des différentes entités pour que les enfants soient mieux pris en charge. On a la chance d'avoir donc juge Lompo avec nous. Alors dites-nous, on peut parler concrètement du dernier cas que vous avez eu à traiter? Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, je voudrais un peu revenir par rapport aux interventions passées. D'accord. Parce que... pour apporter des précisions. Voilà, pour apporter des précisions. Parce que il est vrai qu'il a bien dit que le rôle de IBCR, c'est de renforcer les capacités, les compétences des différents acteurs. Exactement. Ici, puisque notre thème porte sur comment assurer la protection donc, des enfants lorsqu'ils sont en contact avec la justice, avec l'intervention donc, des différents acteurs, il faut dire que cette protection ne se fait et l'appui des autres acteurs ne se passe qu'en fonction de la catégorie d'enfants que nous avons à faire. Par exemple, pour ce qui est donc des enfants en conflit avec la loi, le fait que, par exemple, désormais, les forces de sécurité doivent avoir recours donc, aux services donc, aux sociaux, c'est parce que la loi 15/2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi dit que désormais, lorsque l'enfant est au niveau donc, de l'enquête donc, de police, il va falloir, pour bien l'écouter, parce qu'il peut avoir peur, donc des gendarmes ou des policiers, en dehors même d'autres besoins, il faut qu'il soit accompagné par un acteur de la protection de l'enfant, et notamment, par exemple, un travailleur social, en plus d'autres besoins dont il aura à faire. Donc voilà déjà pourquoi, à partir de l'enquête préliminaire même, on a besoin donc des gendarmes et des travailleurs sociaux pour que l'enfant puisse librement s'exprimer devant ces agents-là. Et si c'est un enfant en danger qui a besoin d'une protection judiciaire, parce qu'il peut s'agir d'une protection administrative que le service social peut faire. Mais s'il a besoin d'une protection judiciaire, moi, en tant que juge, je peux prendre une ordonnance, mais pour connaître sa vie, qu'est-ce qui l'a amené à ça, qu'est-ce que je peux prendre pour que ma décision soit efficace, j'ai besoin de l'intervention donc du travailleur social. C'est pour cela que nous ne pouvons pas protéger judiciairement très bien l'enfant sans que le travailleur social ne vienne. Et si également il s'agit donc de l'enfant en conflit avec la loi et que je veux prendre ma décision,
la justice pour mineurs veut que les décisions qu'on prenne soient des décisions de réinsertion. Si ce n'est cas de force majeure, ce n'est pas bon de les mettre en prison. Mais il va falloir qu'il y ait un travail social qui puisse investiguer, enquêter, savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure pour cet enfant. Et c'est à partir de ces éléments que moi, je prends ma décision. C'est ça. Alors, j'aimerais vous faire réagir. J'ai parlé du premier exemple en début d'émission. On a les enfants qui ont été interpellés, qui ont été mis en prison. Nous, au niveau donc, des réseaux sociaux, en tout cas concernant la télévision BFM, on a eu des réactions où les gens demandaient pourquoi on les met en prison? Pourquoi pas un travail d'intérêt général ou autre? Oui, parce qu'ici, il y a, et quand on parle donc d'enfants en danger au sein de l'article 97 de la loi portant protection de l'enfant en conflit avec la loi. L'enfant en danger, c'est ceux-là qui sont victimes. Mais ici, vous voyez que le droit qualifie ces faits-là, le fait de porter des coups sur une personne, même si vous êtes des enfants, on parle de coups et blessures volontaires. C'est ça. Et ça devient une infraction. Donc vous voyez, mais c'est que la loi dit, on peut partir donc de l'enfant en conflit avec la loi. Ici, on a mis l'accent sur le fait qu'ils sont portés des coups volontaires réciproques. C'est ça. On peut partir de ça et se rendre compte à la fin, lorsqu'on va mener les enquêtes sociales là, le juge va dire, c'est vrai qu'ils ont commis donc des infractions, mais moi je pense que le côté enfant en danger prime. Et au lieu que moi je prenne des décisions donc de condamnation, je veux prendre des mesures de réinsertion ou de placement. On peut même les retirer de leur famille là pour les placer à quelque part afin qu'ils soient suivis. Donc nous ne voyons pas déjà que le fait que le procureur a fait interpeller ces enfants là, non bon il est en train de dévier. Non, il y a une leçon à quelque part qu'il est en train de leur donner. Mais la finalité, le juge des enfants, ils savent que s'il y a lieu donc de prendre des décisions avec les enquêtes sociales qui seront menées certainement, on pourra aboutir à la même solution qui va leur être favorable. Donc nous ne voyons déjà pas que c'est raté. Donc, c'est pas ça. Alors, moi j'ai bien envie d'avoir un exemple concret qui illustre justement cette collaboration des différents services. C'est pour ça que je vous demande, parlez-nous du dernier cas que vous avez eu à gérer en symbiose. Ça permettra donc d'apporter un peu plus de lumière à la compréhension de tous. Ok, d'accord. Donc ici, moi je prends un exemple d'un enfant qui s'est associé donc à des grandes personnes pour braquer une banque. Un enfant de 16 ans qui était en 4e et qui était un très beau ça. Et sous l'influence donc de grandes personnes, il a essayé donc de prendre l'échelle de son père, parce que son père était menuisier, au cours donc de la nuit, pour aller placer ça donc sur les murs donc d'une banque. Et comme lui, il était le plus jeune, c'est lui qui devait monter l'échelle pour rentrer donc dans la banque afin de pouvoir voler. Et quand il est monté, le gardien s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des mouvements donc à l'intérieur. Or, personne ne passait par la porte. Donc, ils ont fait appel donc à la police. Et quand les majeurs ont su, ils ont disparu. Et lui, puisqu'il est monté par l'échelle pour pouvoir avoir accès donc, à l'intérieur donc, de la banque, il ne peut plus ressortir parce qu'il n'a pas d'échelle à l'intérieur pour sortir. Donc on est rentré, on l'a interpellé. Mais il faut dire que les travailleurs sociaux, parce que chaque fois notre ministère demande au ministère donc, de la femme de mettre les travailleurs sociaux à notre disposition. Donc nous avons des travailleurs sociaux au niveau donc, du palais de justice. Ils ont mené donc, des enquêtes, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un enfant qui travaillait bien, mais qui, pour une raison ou une autre, a commencé à ne plus aller à l'école. Son papa a commencé à sentir ça. Il l'a interpellé à plusieurs reprises, ça n'a pas donné. Et donc, c'est ça qui l'a amené là-bas, on l'a interpellé, ils sont venus. Et je devais le juger. Donc, je dis au travail social de bien me faire donc, le travail et me proposer les éléments. Donc, le travail social a fait son enquête. Il a vu que c'était un enfant qui était très bon. Il avait eu 15 de moyenne en 6e, 15 de moyenne en 5e. C'est en 4e qu'il a commencé à avoir 8, 7. Et c'est ça qu'il a entraîné là-bas. Et donc, moi, j'ai dit, OK, je peux t'accorder une chance. Et j'ai fait appel à la banque. J'ai dit, est-ce que la banque a besoin de dédommagement? La banque a dit non, il n'y a pas de problème. Et comme c'est un enfant, il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK, cet enfant, je veux t'accorder une chance, mais à condition que tu reprennes l'école et qu'à chaque trimestre, on vienne me fournir tes bulletins. Oui. Voilà, je pense qu'il était en train de passer en 3e. On fournit les bulletins. Si à la fin de l'année, tu n'as pas eu le BPC, moi, je te reprends. Oui. Et j'ai rendu ma décision, j'ai dit que j'ordonne sa remise, donc je l'ai reconnu coupable, mais j'ordonne sa remise à ses parents. Et j'ai donné instruction au travail social de le suivre. Oui. Et chaque trimestre, on m'a mené donc ces bulletins. Et à la fin de l'année, il a eu son
BPC. Wow. Voilà génial, une situation. Oui. Et il y a tellement de cas comme ça que je ne peux pas... Ça, c'est un happy end, comme on aime le dire, oui. Et voilà, il y a tellement de cas comme ça et je peux dire que je suis juge depuis longtemps, mais le moment où j'ai eu le plus de joie dans ma profession, c'est quand j'ai été juge des enfants. Parce que j'ai véritablement sauvé la vie de plusieurs enfants. Un autre cas, si vous voulez, je peux continuer. Voilà, un autre cas, c'est une dame qui avait donc son enfant qui était en 5e et qui a carrément abandonné. Il ne voulait plus aller à l'école. La femme a tout fait, payer 400 000, 600 000, non. Moi, on est venu voir donc le travailleur social qui est venu me voir. Donc ça, c'est la catégorie des enfants en danger. Il n'a pas commis une infraction. Moi, j'ai demandé à voir l'enfant personnellement. Donc, je me suis entretenu avec l'enfant. J'ai lié amitié avec lui-même. Oui. Et j'ai dit, écoute, il faut que tu repartes à l'école parce que c'est pour ton bien. Et je prends ma télécommande, je mets le climatiseur. Je dis, mais quand ça descend comme ça sur toi, c'est pas bien. Il dit que c'est très bien. Oui. Je l'ai invité encore une seconde fois. Et j'ai dit, OK, comme ça, moi, il y a le centre de FADA qui est là. Je les ai contactés, ils sont prêts pour te recevoir. Est-ce que tu es prêt pour aller? Il dit qu'il est d'accord. Mais vous savez, cet enfant, j'ai tellement bien échangé avec lui, lui montrer comment c'est important de continuer que quand j'ai mis du temps avant de prendre l'ordonnance, chaque jour, c'est lui qui était arrêté à la porte de mon bureau pour taper, que lui ne comprend pas. Et il pleure devant sa maman pour dire que bon, le juge a dit qu'il va l'envoyer, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, j'ai pris la décision, il est parti et actuellement, il a des très bons résultats. Ça, c'est pour les garçons. Il y a pour les filles également, où ce sont des filles qui sont venues parce que impliquées dans des situations qui ne sont pas bien, filles en danger ou bien aussi en conflit avec la loi, que j'ai placées. Et je suis allé par la suite les voir. J'ai vu comment est-ce que ces mesures de réinsertion leur ont apporté du bien. Donc, il y a tellement d'exemples sur la question de ces enfants. C'est formidable. J'aimerais faire réagir quand même, M. Palinfo. Je reviendrai, mais vraiment en une minute, parce que ça fait un bout de temps que M. Palinfo n'a jamais... C'est tellement passionnant quand on parle d'enfants et quand on parle de protection des enfants. Et c'est comme le juge l'a dit, et je l'ai dit tantôt, si nous voulons réussir, il faut qu'on travaille ensemble. Et je l'ai dit, ce qui est intéressant dans la démarche que nous sommes en train de promouvoir, c'est que dès que l'agent de sécurité a un enfant au niveau de son poste de garde à vue, maintenant il n'hésite plus, il appelle le travailleur social. Venez, j'ai un enfant. Et le juge l'a dit, il a placé des enfants à des centres de rééducation, si vous voulez, des centres d'éducation spécialisés du ministère de la Femme, qu'il va voir. Et c'est des enfants aujourd'hui qui sont accompagnés par des travailleurs sociaux qui ont plus de goût à la vie, qui ont une estime de soi améliorée, les liens qui étaient cassés, ils sont en train de se recoller. C'est peut-être ces enfants qui ne parlaient pas avec les mamans, qui ne parlaient pas avec les papas, mais avec l'accompagnement du juge, avec l'accompagnement des travailleurs sociaux qui œuvrent jour et nuit dans ces structures-là. Aujourd'hui, l'enfant a pris goût à la vie, il attend de se reconstruire, il va être maintenant plus productif au lieu d'être un peu attendre d'attaquer la société. Le monde est merveilleux. Travailler ensemble, ça apporte toujours un plus, surtout dans le domaine des enfants. Et on gagnerait à montrer ces beaux exemples-là. C'est vrai que la plupart du temps, ce qu'on montre, c'est quand les choses ne tournent pas très bien. Mais des exemples comme ça sont, je pense, donc à montrer. Alors, M. Palinfo, IBCR intervient beaucoup dans les centres de formation. Dites-nous concrètement comment ça se passe. Il faut dire que IBCR, c'est, avec son partenaire Affaires mondiales Canada, a l'expertise pour renforcer la compétence des acteurs. C'est un choix. Actuellement, il y a beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain. Le ministère aussi a beaucoup de services qui travaillent déjà avec les enfants sur le terrain. Donc l'option de l'IBCR, c'est de renforcer les capacités des acteurs qui travaillent déjà avec les enfants, au lieu de se piétiner les pieds. D'accord. Concrètement, il y a deux volets, comme le chef de police le disait tantôt. On appuie les écoles de formation pour donner des cours. Donc, comme on dit, des modules donc, portant sur les droits de l'enfant et les pratiques adaptées à l'enfant. Quand on dit pratiques adaptées à l'enfant, ça veut dire qu'au sortir de ce cours-là, l'élève devenu professionnel doit être capable de poser des actes concrets qui vont dans le sens du respect des droits de l'enfant. Donc ça, c'est ce qui est pour les volets écoles. Et ce sont lesquelles ces écoles-là? On a l'ENAM, oui. l'école de l'action sociale,
l'école de la police, bon, du moins les écoles de la police, les écoles de la gendarmerie, l'école de l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc en sortant, ils savent faire la différence entre comment traiter un adulte et comment prendre en charge un enfant. C'est ça. On fait un point d'honneur sur des pratiques qui respectent la dignité de l'enfant. Donnez-nous quelques exemples comme ça. C'est vrai qu'on a parlé du fait de la réinsertion. Le cas d'une fille qui serait arrivée dans un commissariat de police. Et vous savez que quand vous arrivez comme ça, on va demander quand même à faire ce qu'on appelle la fouille. Donc désormais, on invite les forces de sécurité à ce que les garçons, par exemple, soient fouillés par des hommes et que les filles soient fouillées par des femmes. Vous conviendrez avec moi qu'on est mal à l'aise, par exemple, pour un homme de fouiller une fille. C'est sûr. Même quand c'est une ado. Voilà. Donc, c'est des éléments pratiques comme ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle la séparation catégorielle. Quand vous devez garder, par exemple, des enfants avec vous, faites en sorte que les filles soient dans une cellule séparée des garçons. Sinon, il va y avoir d'autres problèmes que vous allez gérer après. Donc, c'est des connaissances pratiques. On n'a pas inventé. On essaie de ramener encore l'information et les donner des exercices pratiques pour que les personnes puissent savoir s'il faut tel acte, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce que c'est professionnel, est-ce que ça répond à la protection des enfants. C'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Et vous produisez aussi, n'est-ce pas, M. Ougda, des guides pratiques, c'est ce que vous avez avec vous. Oui, des guides pratiques. On a produit 4 guides pratiques. Donc pour les 4 secteurs qu'on a cités, un pour les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie, et qui traite de l'enquête de police judiciaire de l'enfant. Donc qui va concrètement, on explique aux forces de défense et de sécurité comment, si vous devez interpeller un enfant, quelles sont les dispositions que vous devez prendre. Et enfin, lorsque vous devez quelle est la mesure la plus appropriée que vous devez prendre pour l'enfant. Voilà. Et nous insistons à vraiment prendre les mesures alternatives à la privation de liberté. Petite précision, la privation de liberté qui a lieu dans les postes de police de gendarmerie, c'est la garde à vue. Donc il y a d'autres mesures, notamment la remise soit en liberté, la remise aux ONG, la remise à une ONG ou à un centre agréé, bien entendu sous le contrôle du procureur. Et cela se fait actuellement au Burkina, des enfants qui sont remis à des ONG? Bien entendu, cela se fait. Cela se fait et cela va encore se faire davantage parce qu'avec les modes opératoires ont été diffusés ou sont en train d'être diffusés pour d'autres corps vraiment à l'échelle nationale. Voilà. Dès que nous avons produit le document, bien entendu avec le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense, le document appartient à l'administration. D'ailleurs, les préfaces des documents sont signées par les ministères et les différents chefs de corps ont pris des directives pour reconnaître le document, pour reconnaître les pratiques qui sont comme des pratiques de l'administration. Alors, si bien que on estime que l'appropriation va se faire beaucoup plus facilement, mais on ne s'arrête pas là, parce que on a décidé de faire connaître le document et de le faire connaître par les membres de l'administration eux-mêmes. Ce n'est pas IBCL qui vient, par exemple, au CCP de Dialgaï pour dire « Ok, messieurs les policiers, désormais vous avez un guide, voilà comment vous devez interpeller un enfant. Si vous devez le référencer, par exemple, à l'action sociale, voici le document, parce qu'à l'intérieur, il y a des guides. Voilà, c'est le policier lui-même qui ira dans ce commissariat pour dire « Voilà ». Et c'est le policier, par exemple, de couper là, parce qu'on l'a fait voilà, sous forme d'un triangle, c'est-à-dire qu'on a diffusé au niveau régional, le niveau régional diffuse au niveau provincial, le niveau provincial diffuse au niveau départemental, voilà, au niveau, etc. Voilà. Et ça s'est fait dans tous les secteurs, aussi bien au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau des travailleurs sociaux, qu'au niveau des magistrats, au niveau de l'administration pénitentiaire. Je voulais ajouter que au niveau des trousses dont parlait mon collègue, quand il a pris par exemple l'exemple de la fouille. En dehors du fait qu'on dit la fille doit être fouillée par un personnel de sexe féminin, on dit en même temps, mais si on se retrouve dans un service de police où vous n'avez pas de policière, qu'est-ce que vous faites?
voyez, donc, c'est beaucoup, parce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain. Donc, donnez-nous la réponse. Élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui a été retenu avec les policiers. Voilà, il faut, en fait, nous sommes une structure technique qui accompagnons l'administration. Alors, ce n'est pas l'IBCR qui prend des décisions pour dire désormais vous travaillerez comme ça. Non, j'ai bien compris. Voilà, le juge l'a bien expliqué. On ne sort pas de la loi. Voilà, il a cité des dispositions de la, on ne sort pas de la loi. Mais on précise. C'est ça. On précise juste. Voilà, ce qui a été retenu, c'est que s'il n'y a pas de policière, que la fille soit fouillée par peut-être un agent de l'action sociale qui est de sexe féminin. D'accord. Ou le policier collabore avec la gendarmerie. Si vous avez une police et une gendarmerie à côté, on peut demander s'il y a une gendarme, elle peut venir fouiller. Ou bien, elle peut appeler au niveau de la prison, est-ce que vous avez un personnel de sexe féminin, voilà, qui sont des forces de défense et de sécurité, qui peuvent venir fouiller. Mais le principe est qu'une fille doit être fouillée par un agent de sexe féminin. Il faut trouver le moyen. Voilà, il faut trouver le bon moyen. Il faut trouver le moyen et le bon moyen. Voilà, donc vraiment, on insiste sur ces petits détails. Lorsque on s'est retrouvé en formation de formateur, par exemple dans le cadre de la trousse GSP, on traitait des sanctions qui sont prévues par le règlement des établissements pénitentiaires. On a parlé de la réprimande. On s'est dit, mais comment réprimander le règlement dit, voilà, c'est une sanction, il faut réprimander. Mais comment il faut réprimander l'enfant de façon adaptée? Vous voyez. Donc, voici des détails sur lesquels nous revenons et ensemble, on décide et on essaie de sorte que les pratiques soient harmonisées. Partout au Burkina, quand vous arrivez dans un service, c'est la même pratique qui est faite lorsque le fonctionnaire se retrouve face à un enfant. D'accord. Et là, on peut être sûr, en tout cas, comme vous l'avez dit, que dans les années à venir, ça va être vraiment généralisé parce que vous intervenez dans les écoles de formation. Et si donc les agents sortent de ces écoles-là avec ces connaissances, en principe, donc ça doit être harmonisé. Et il y a un suivi que vous faites. Il y a un suivi qui est fait. D'abord, on a dit, le travail de diffusion des documents, ça a été fait par les ministères, parce que les ministères ont plus de personnel, et c'est mieux que ce soit eux-mêmes qui fassent la diffusion. Voilà. Et il y a un travail de suivi qui est fait en collaboration toujours avec les ministères. Donc, si je prends par exemple pour le ministère de l'Action sociale, IBCR avec la direction générale de la famille et de l'enfant iront sur le terrain pour voir concrètement qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. C'est ce travail de suivi qui est en train d'être fait. Donc, on se déplace sur le terrain pour voir les outils qu'on a proposés, comment est-ce que les acteurs du terrain là, les appliquent de façon pratique. Quand vous dites sur le terrain, vous parlez de la police, la gendarmerie, la justice. La justice, les services sociaux. D'accord, voilà. C'est ce travail. Donc, je sais que l'approche genre est très importante dans IBCR. On a parlé donc des fouilles. Il y a peut-être aussi autre aspect concernant le genre, M. Oubda. Oui, on peut dire que vraiment c'est un aspect qui est très important parce que c'est, comme l'a dit M. Sako d'entrée, vraiment c'est la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Voilà, vous ne pouvez pas vous mettre à mener une activité sans tenir compte de cette approche. Alors, concrètement, nous avons, je peux dire, deux aspects. Le premier, c'est que quand nous menons nos activités, déjà dans les personnes participantes à nos activités, nous tenons compte des deux sexes. Voilà. Et comme les femmes sont souvent sous-représentées, nous demandons à nos partenaires de faire l'effort d'assurer une représentation d'au moins 30% de personnes participantes de sexe féminin à nos activités. Aujourd'hui, c'est une exception, apparemment. Oui, on constate que c'est une exception. Elle n'est pas voulue. Elle n'est pas voulue, j'imagine. On a voulu DGFE. DGFE est un homme. Voilà, on a voulu des Gigi qui est, voilà. Donc on a un plateau masculin. Un plateau masculin, mais je voulais peut-être féliciter BFE. J'ai constaté que lors du micro-trottoir, vous avez, on sent, il y a eu des femmes. Exactement. Vraiment, c'est assez important. Voilà, notre travail paye parce qu'on a préparé l'émission et on voit que vous avez tenu compte de cet aspect-là. Alors, le deuxième élément, c'est que dans le cadre des livrables que nous produisons, nous insistons beaucoup sur cet aspect genre. Voilà, d'égalité entre les sexes et puis d'égalité dans les droits. Voilà. Et si bien que dans les trousses
on a produit, je crois, 2 trousses au niveau de l'action sociale, 2 trousses chez les FDS, une trousse magistrat, une trousse GSP. On propose des modules sur les questions de genre, d'égalité de sexe. Voilà. Et là, un peu comme chaque fois qu'on a fait, on insiste sur des cas pratiques. Voilà, et on explique beaucoup plus comment est-ce que vous pouvez assurer l'égalité des sexes. D'accord, formidable. On est en train de tirer vers la fin de l'émission. Moi, je me tourne vers vous. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose, ce n'est pas l'info, d'abord. Juste pour dire que dans le cadre des modules de formation, il y a ce qu'on appelle des outils audiovisuels, qui sont des mini-films sur les droits de l'enfant. Et puis, tourner ces outils, on est allé d'abord discuter avec des enfants, aussi bien des filles que des garçons, aussi bien des enfants qui sont dans des associations de promotion des droits de l'enfant, des associations d'aide à l'enfance. Donc, pour dire qu'on a pris le point de vue de tout le monde, filles comme garçons, hommes comme femmes, enfants de tous bords. D'accord. Pour la sensibilisation au cœur de ce projet, visiblement, et M. Sako, on peut dire que les perspectives sont heureuses pour la prise en charge des enfants qui sont en contact avec la loi. Ok, bon, moi, en tout cas, les perspectives sont heureuses parce que le guide opératoire, le mode opératoire qu'ils nous ont accompagnés à élaborer, le processus, il faut le dire, est participatif. Et IBC est venu trouver d'abord des lois et règlements qui réglementaient tout, des méthodologies qui étaient là. IBC nous a aidés pour dire, bon, voilà comment on fait des modes opératoires, comment on éclaircit le rôle de chacun. Et ça, c'est assez important. Ça assainit la collaboration. Ça assainit la collaboration, ça permet... Par exemple, le mode opératoire travail social permet au travailleur social de connaître son rôle dès que l'enfant est au niveau du poste de garde à vue, de connaître son rôle lorsque l'enfant est devant le procureur, de connaître son rôle lorsque l'enfant passe en jugement, de connaître son rôle lorsque le jugement est fini, que l'enfant est toujours dans une maison d'arrêt ou bien a été remis aux parents ou bien fait un travail d'intérêt général. Et de savoir aussi comment il pourra collaborer sainement avec le juge, avec les autres acteurs qui travaillent autour de l'enfant. Ça, c'est assez important. Et de savoir chaque fois quel acte il faut poser à tous ces stades que je vous ai précisés là. Et vous voyez, quand vous travaillez comme ça, quand tout est clair, vous allez voir que le travailleur social est épanoui parce qu'il sent qu'il apporte quelque chose. Il n'y a pas de bricolage. Il n'y a pas de bricolage. Et ça, c'est important. Et quand le travailleur ne bricole pas, et quand le travailleur travaille selon les normes édictées par sa hiérarchie et par les normes, les aspects réglementaires, c'est l'enfant qui en profite. Au bout du rouleau, c'est l'enfant qui sera épanoui. Voilà. Et le travailleur social avec. Parce que quand vous accompagnez quelqu'un, vous avez des résultats. Même si on ne vous paye pas bien, vous serez épanoui. C'est d'abord le premier. Bon, si on ne vous paye pas bien, ça, il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'on pourrait vous écouter. C'est pour dire que nous tirons satisfaction d'abord des résultats que nous avons. Juge Lompo l'a dit ici. C'est quand il voit les résultats qu'il a eus avec ces mômes-là qu'il a accompagnés, qui n'avaient pas goût à la vie, qui étaient révoltés contre la famille, contre la société aujourd'hui, qui se sont remis en cause, qui pensent qu'il faut qu'ils prennent une trajectoire maintenant de construction. Vous voyez? Et quand l'enfant construit, c'est la nation qui construit en même temps. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est l'importance, en tout cas, des modes opératoires qui éclaircissent et qui permettra aux travailleurs sociaux de connaître leur rôle et de travailler sainement avec les autres. Avec les autres. Je sais qu'au sein de votre ministère, vous avez des centres d'accueil de ces enfants-là. Nous avons des centres d'accueil des enfants en difficulté de manière générale. Nous avons un à Orodara, le plus vieux, depuis 1956, il est là. Nous avons deux à Ouagadougou. Depuis 1986, ils sont là, le centre de Gampela, le centre de Ouagadougou, où aujourd'hui, celui de Ouagadougou a plus une vocation d'accueillir ces milliers d'enfants de la rue que nous sommes en train de retirer de la rue. Et ça aussi, c'est assez important. Et il y a le centre de Fada, le juge Lompo a parlé de ce centre, qui est un très grand centre. Et il y a un centre qu'on vient tout de suite de nous rétrocéder à Kaya, qui travaille aussi, en tout cas, à la récupération de ce type d'enfants. Et puis le ministère collabore avec des structures privées qui ont des centres aussi. Et vous savez que c'est la ministre qui prend l'arrêté, qui place les enfants. La démarche administrative, c'est la ministre. Maintenant, la démarche judiciaire, c'est le ministère de la Justice. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'enfants qui sont dans ces centres-là, attendent d'être accompagnés, comme je vous l'ai dit, pour s'engager dans une démarche de construction. Et ça, c'est très important. Quand un parent ne croyait plus, vient dire à la ministre, aidez-moi. Et quelque temps après, comme l'a dit juge Lompo,
l'enfant et les parents partent, ils disent non, c'est pas mon môme comme ça. Mon môme n'était pas comme ça. Oui, voilà. Oui. Et vous voyez, il n'y a pas plus important que ça. Et nous ne devons pas taire les yeux sur ces milliers d'enfants-là qui ont besoin de nos appuis. Le monde est merveilleux. Il faut croire aussi en leur changement. C'est très important. Tout à fait. Et je suivais le micro-trottoir tout de suite. Il y a un qui a dit, mais si nous ne croyons pas en leur changement, nous ne pouvons pas les accompagner. Et un enfant, tout enfant est capable de changer s'il est un adulte vrai. Un adulte authentique, un adulte de valeur qui décide de l'accompagner. Ça, c'est très important. C'est ça. Et c'est ce que fait donc M. Lompo. Et M. Lompo, à vous écouter, moi, je suis sûr qu'il y a des parents qui vont se demander comment je fais si j'ai un enfant justement dans ces cas de figure-là, j'ai des difficultés avec lui. Est-ce que je peux me lever pour aller à la rencontre de M. Lompo? Comment est-ce que je procède? Oui, effectivement. Je trouve que cette émission est vraiment la bienvenue. Parce qu'en réalité, il y a une justice spéciale pour les enfants et qui ne concerne pas uniquement les enfants qui ont commis des infractions, mais les enfants qui sont en danger, c'est-à-dire ceux-là qui sont victimes de violences, qui sont victimes de la non-compassion de leurs propres parents même, qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou de traite, et ainsi de suite, mais qui peuvent trouver protection à travers la justice. Et aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce rôle-là que la justice joue. Et je crois que c'est l'occasion de dire que si des gens connaissent des enfants qui sont dans ces situations, même s'ils ont des difficultés pour aller vers l'action sociale, ils peuvent venir vers la justice. Le plus souvent, quand ce sont des enfants qui sont victimes donc, de violences, de traite, d'exploitation sexuelle, quand ils vont vers l'action sociale, c'est bien, mais souvent, pour corriger les gens qui sont auteurs de ce type d'actes-là, c'est un problème. Et quand on passe par la justice, le problème est vite résolu. Parce que nous, on va protéger les enfants judiciairement en faisant intervenir donc l'action sociale et en même temps le procureur va brandir son bâton pour poursuivre donc ceux-là qui ont commis ces actes-là. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde sache que la justice est là pour protéger les enfants donc en danger. C'est pour ça qu'il y a au moins 26 juges des enfants actuellement sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et dans chaque tribunal, il y a un juge des enfants. Ça veut dire que les autorités judiciaires ont compris l'importance donc de ces juges spécialisés là. Donc ils sont là pour ça. Et pour les enfants aussi en conflit donc avec la loi, il ne faut pas que les gens voient qu'il y a une sorte donc de complaisance ou bien une sorte d'impunité envers les enfants. Non, ce n'est pas ça. D'accord. Ce système de justice là veut dire que si les enfants ont commis ces actes, c'est qu'à quelque part il y a des gens qui ont failli. Ce n'est pas leurs parents seulement, c'est la société en entièreté. Et pour se rattraper, il y a un système donc de justice qui est là. Et progressivement, on essaie de voir comment est-ce qu'il faut faire pour rattraper ce qui était en train d'être dévié. Donc c'est vraiment, l'IBCR nous a aidé à rassembler tout ça en un lieu donné et ça permet à tout acteur de développer un réflexe assez particulier pour savoir ce qu'il faut faire lui-même, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'action ne relève pas de lui, il appelle les autres acteurs pour qu'ensemble on trouve des solutions. D'accord. Alors, pour terminer l'émission, M. Oubda, donc dites-nous, c'est vrai que vous vous adressez pas directement aux enfants de façon générale, c'est plutôt donc les acteurs qui interviennent, mais vous aimeriez rassurer quand même les enfants que entrer dans ce système-là aujourd'hui seront bien pris en charge. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Oui, bien entendu, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait le choix de renforcer les compétences et les capacités de ceux-là qui accompagnent directement ces enfants. C'est de dire aux enfants que vous avez des personnes qui veulent vous accompagner, des personnes qui souhaitent que vous réussissiez, des personnes qui souhaitent que vous soyez les meilleurs adultes de demain. Voilà. Et c'est pourquoi ils sont là. Le travailleur social, la travailleuse sociale, le magistrat, le policier, le gendarme, il ne faut pas voir ces personnes-là comme des ennemis, des adversaires. Non. Il faut les voir comme des personnes qui souhaitent que vous deveniez des personnes meilleures demain. Et d'ajouter qu'il ne faut pas regarder aussi les enfants comme des personnes à qui on apporte chaque fois de l'aide. Les enfants ont en eux-mêmes des capacités. Et voilà. Et renforcer les capacités des personnes qui s'en occupent permet d'éveiller très bien ces capacités-là afin que l'enfant déjà même arrive ou bien accepte
de se prendre en charge pour devenir une personne meilleure demain. D'accord. Alors, M. Palinfo, en une minute, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? Alors, en une minute, je dirais que quand on parle de la protection de l'enfant, il ne s'agit pas d'enfants tombés du ciel. C'est nos enfants qui sont avec nous à la maison. Et si vous êtes d'accord que votre enfant doit manger, que votre enfant doit être soigné quand il est malade, que votre enfant doit aller à l'école, donc vous êtes pour les droits de l'enfant et c'est ce que IBCL veut. Voilà, le monde est merveilleux. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Monsieur Sako, je vais vous piquer la phrase donc, pour conclure cette émission. Monsieur Sako le dit tout à l'heure. Donc, un enfant qui est à côté d'un adulte, un adulte vrai, ne peut pas échouer. Il pourra donc réussir, on pourra le sauver. Nous avons la preuve qu'il y a des adultes, il y a des institutions donc vraies pour les accompagner. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur BF1. À bientôt.